Et bonjour tout le monde, bienvenue sur F1 Direct GP Passion. Salut Alex, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah moi ça va, tu vois, comme tout le temps, hein. Bon, il y a déjà du monde, hein. Tifo, Dexter, Passard, Raph, The Stig, et plein de gens non identifiés. Forza la Scuderia est là, Aurélien aussi. Salut à vous tous. Bon, bah on se retrouve au lendemain d'un Grand Prix plutôt passionnant. Comme à l'habitude, 4 thèmes. Le thème 1, comme s'affiche en bas au programme, hein, le Grand Prix de Bahreïn. Le thème 2, les coups de cœur et les coups de gueule. Le thème 3, le Grand Prix de Russie. Et le thème 4, vos questions. Et donc... Nos réponses. T'es plus rapide que moi, salut Maga. Bah, je vous propose qu'on enquille très rapidement sur le programme de l'émission, parce que nous sommes toujours à la seconde près hein, maintenant. Et on va faire un petit tour du circuit de Bahreïn. T'es prêt, Alex? Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, alors, je prépare ce qu'il faut, hein, c'est quand même mieux. Donc, c'est comme d'habitude RAF 440 qui nous emmène à bord du circuit. Et moi, je vais vous dire les petites spécificités. C'est parti. Inauguré en 2004, tout comme Shanghai, le circuit de Bahreïn se compose de 15 virages pour une longueur de 5 km 412. Le Grand Prix compte 57 tours, soit une distance à parcourir de 308 km. Le record de la piste était détenu par Hamilton en 1:29.493, c'était en 2016. Et sans surprise, c'est tombé ce week-end dans les mains de Bottas en 1:28.769 lors des qualifications. Ce circuit est composé de deux zones DRS. La première dans le milieu du secteur 2 entre le virage 10 et 11 et la deuxième dans la ligne droite de départ-arrivée qui est relativement longue mais plus courte que ce que nous avons vu en Chine. Les moteurs sont exploités à 50% de pleine charge, ces chiffres sont proches de Shanghai mais la situation géographique proche du désert complique les choses. Ceci est également valable pour les freins mais aussi et surtout pour les hommes qui souffrent de la chaleur, à commencer par les pilotes qui ont dû faire face à des monoplaces bien plus délicates à piloter. De mon point de vue, cette piste offre des courses platoniques, sauf hier, et peu intéressantes, sauf hier. L'image forte que je retiens dans l'histoire de cette piste serait les casse-moteurs des McLaren dans les premières éditions, le moteur Mercedes étant en difficulté à cette époque et la chaleur de Bahreïn n'avait pas aidé. Le circuit de Bahreïn est encore plus vide de spectateurs que de nombreuses autres pistes, ça s'est confirmé ce week-end. Si la piste est particulière et est encore présente au calendrier, elle le doit aux monstrueuses versées comparées au circuit européen. Les choses pourraient changer avec Liberty Media. Quoi qu'il en soit, Bahreïn a permis de revenir sur des horaires un peu plus classiques. 13h et 17h pour les essais libres 1 et 2 du vendredi. Le samedi, c'était à 14h pour les essais libres 3 et 17h pour les qualifications. La course était à 17h. Le Grand Prix s'est déroulé dans le crépuscule, mais les essais libres 1 et 3 dans les hautes chaleurs, peu utiles pour la préparation. Voilà, et le tour qui se termine, on a été synchro. Donc, à la suite de ça, on va donc voir quelques images fortes du week-end en vidéo. Vivement F1 2017, nous dit Raph. Ouais. On dirait une brique mes cheveux. Ok, merci les gars. Donc, on va voir un peu les grands moments forts, Alex, du Grand Prix, si tu m'y autorises. Oui. Donc, comme à l'habitude, on va commencer par le départ. C'est un peu la base de tout. Et oui. Hein, bref, voilà. Un petit peu de temps de chargement parce que c'est une vidéo qui est prémontée à l'avance, donc il y a toujours 5-6 secondes de décalage à chaque fois. Donc ça chargeote. Voilà. Top départ. Donc on voit le départ. Bon envol le Bottas. Hamilton se loupe. Vettel passe. Raikkonen c'est un peu raté aussi. Ouais, un départ sans gros problème apparent, pas spécialement bon, pas spécialement mauvais pour les pilotes, mais avec les nouvelles réglementations de l'embrayage, je dirais qu'on a toujours notre petit lot de surprise maintenant. Oui. T'as rien d'autre à dire sur ce départ, mon ami? Non, 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 départ Classique. normal. Ouais. Ensuite, donc le 2, je vous rappelle, hein, c'est des images de Canal Plus Sport. Quoi, des dépassements en F1, je l'ai appelé pour l'interrogation. Franchement, j'aime ce qui se passe actuellement en piste. Ça se bat. Là, on voit encore une Force India dans les bastons. Hein, impressionnant. Raikkonen qui dépasse Massa, bien aidé par le DRS. Euh, ouais, voilà ce qu'on peut dire. Hein. C'était le début de course, quelques dépassements.
Non, rien à dire de plus. Non, non, c'était une course avec beaucoup de dépassements, même, j'ai envie de dire. Ouais, c'était très intéressant d'ailleurs au niveau de ça. Et très, très peu de dépassements avec DRS au passage. Oui, thème 3. Oh oh. Alors, oh oh, qu'est-ce que c'est que oh oh? Bah, c'est notre ami Max. Et là, c'est pas de sa faute, hein, c'est un problème mécanique, électrique. Le crash de Stroll qui s'est fait harponner par Sainz, littéralement. Je ne mettrai pas la faute sur Stroll pour ma part. Je sais pas toi, Alex. Ah, si, pour moi c'est Stroll. Il n'y a D'accord. aucun doute là-dessus. D'accord, bon après c'est une... Le règlement est assez clair, mais. Après voilà, hein, c'est un peu délicat. Ah, du monde est arrivé. Salut Yanis, salut Sochaux, salut Jérôme, salut Berish. Salut à vous tous. Ouais. Bon après, moi perso, je pense que Stroll ne pouvait pas spécialement voir Sainz. Et Sainz, ça fait un peu une attaque quand même osée. Pour Verstappen, je ne pense pas que c'est de sa faute. C'est purement un problème technique pour moi. Oui, ils l'ont dit, Red Bull, hein, Ouais, ouais. et une rupture des freins, rupture des freins, après ils tu peux vont plus pas- freiner, tu peux plus freiner. Ils vont pas non plus blâmer leur pilote à chaque fois si c'était le pilote qui était en tort aussi. Je reprendrai toujours le passage de Rush où Niki Logada abandonne au Japon et son mécanicien en chef il dit tu veux qu'on fasse croire que c'est un problème mécanique. Voilà. Toujours pareil, hein, donc ça peut comme ne peut pas être. Voilà. Mais pour moi c'est vraiment pas de sa faute. Ouais, il a quand même 3 places de pénalité. Et maintenant, 3 petits points. C'est la partie 4. Et oui, on retrouve Vettel en tête qui a profité d'un undercut bien réussi. Ferrari qui a bien géré sa stratégie. On voit aussi Sek Hamilton qui attaque la Red Bull, donc de Ricciardo, hein, parce qu'on sait que Verstappen n'est plus là. Raikkonen qui va devoir repasser, hein, notre ami Massa. D'ailleurs, on voit Bottas qui porte une attaque sur Vettel. Hein, c'était dans le haut du premier secteur. Vettel qui résiste. Ça décide la suite de la course, hein, clairement. Non, Alex, tu parles plus, tu fais la tête. Oui, non, je fais pas la tête. Oui, non, il y a pas de souci. Ouais, non, voilà, c'était une belle passe d'armes d'ailleurs entre Bottas et Vettel. C'était intéressant à voir. Bon, moi perso, j'ai tremblé hein, devant ça. Parce qu'on savait que si Bottas passait, bah, ça pouvait décider de la suite de la course. Hein. Bien qu'il était plus lent, ça aurait peut-être animé. La boulette, qu'est-ce que c'est que la boulette? Eh oui, c'est Hamilton qui fait une erreur d'interprétation du règlement, hein, Lewis, qui ralentit trop à l'entrée des stands. Ça lui a coûté 5 secondes de pénalité, ce qui a compliqué sa course, mais qui, à mon sens, ne lui a pas retiré la victoire, parce que pour moi, il ne l'aurait pas eu. C'est surtout que l'année dernière, Hülkenberg a été sanctionné pour ça, donc c'est pas comme s'il le savait pas, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Ah, Maga nous dit que tu es en train d'agoniser de fatigue. Non, je pense que c'est qu'en fait, il y a un décalage au niveau des vidéos, que ça doit pas être facile de Oui, c'est exactement ça. Quand tu me demandes mon avis, j'ai les vidéos en ce moment-là, alors du coup, c'est compliqué. Donc, on enquille sur la suite. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Dépassement ou consigne? Bon, clairement, c'est qu'il y a eu des dépassements et des consignes. Là, on voit hein, l'attaque de la Toro Rosso sur la Renault. Ça, c'est un beau dépassement. Mais la Renault qui a bien répliqué et il reste devant. Hein. Là, la consigne hein, de Bottas qui doit laisser passer Hamilton. Première consigne. Raikkonen qui laisse passer Vettel. Ils n'étaient pas sur la même course non plus. Deuxième consigne. Troisième consigne, Hamilton sur Bottas de nouveau. Bon, il y a eu une jolie bataille entre, si je me trompe pas, il y avait Hülkenberg, Verlaine, Alonso et Kvyat qui sont tous les quatre battus du début jusqu'à la fin pratiquement. Ouais, C'était plutôt sympa à voir. Plus sympa à voir, c'est de voir Alonso quand même qui avec une bagnole avec un déficit en vitesse de pointe de je sais plus combien de dizaines de kilomètres heure, capable de les tenir quand même, hein, mine de. Mais il était pas loin de finir. Il était pas loin. Pas loin. Mais le problème c'est que pas À loin. deux pas ou loin, trois tours près, je crois, quelque chose comme ça. Mm. C'était bon. Ouais. Alors la suite, alors Berish on te répondra juste après, justement parce qu'il y aura les résultats et le roi de Bahreïn et c'est qui le roi de Bahreïn? C'est Sébastien Vettel qui gagne la course donc devant Lewis Hamilton. Valtteri Bottas finit finalement 3ème. Bon, Bottas 3ème. Bon, bah, d'ailleurs en parlant de résultats de... Voilà, bon là on est de retour à l'image. Hein. En parlant de Bottas, bon, pas terrible quoi.
pas terrible tout ça. Décevant même, j'ai envie de dire. Ouais, d'ailleurs, pour parler de tout ça et comprendre pourquoi on dit que Bottas est décevant, je propose qu'on passe tout de suite sur tout ce qui est résultats. Résultats des qualifs déjà pour commencer. Donc les qualifications, donc Valtteri Bottas qui a obtenu la pole pour seulement 23 millièmes devant Hamilton. Vettel était 3ème, il accusait le coup à 5 dixièmes. Alors on comprenait pas trop et en fait après dans les déclats d'après-course chez Ferrari, on a un peu plus compris ce qui s'est passé. Ferrari a préféré optimiser sa course que les qualifications, ce qui justifie cet écart. Ricciardo était 4ème devant Raikkonen 5ème. Raikkonen qui est vraiment pas dedans en ce début de saison. 6ème, c'est lancé. Mais qui rapporte quand même les points qui permettent à Ferrari d'être premier au classement en constructeur, hein, au final. Oui, mais... Donc il fait un début de saison mitigé, mais il apporte quand même des points qui sont, je pense, importants pour la fin de saison. Il pourrait faire mieux. Il pourrait Ça, faire sûr. mieux. Il a la voiture pour faire mieux. Il mais a le disons talent pour faire mieux. qu'il nous fait pas des 9e ou 10e places, il nous fait des 4 ou 5e places. C'est déjà mieux que 10e ou Tout à pire. fait. Donc bah là vous avez donc la grille à peu près. Hein. Je vous mets maintenant les résultats de la course. Je me les mets aussi, ce qui permettra de un peu mieux suivre ce qui se passe. Vettel gagne la course avec 6 secondes 6 d'avance sur Hamilton. Je vous rappelle qu'Hamilton avait une pénalité de 5 secondes. Donc ce qui veut dire que même en retirant les 5 secondes, dans les meilleurs des cas, on aurait un différentiel de 1,6 secondes, voire plus, parce que je soupçonne pour ma part Vettel d'avoir géré ses pneus. Bottas 3ème, une 3ème place qui n'est clairement pas méritée au vu de sa course. Kimi Raikkonen 4ème, c'est pareil, Raikkonen, moi me déçoit. Bon, toi tu prends un peu plus sa défense. Ricciardo 5ème, 6ème Massa, bonne surprise de Felipe Massa. La Force India de Perez 7ème, là, elle est là, ils travaillent, ils apportent des évolutions, ça marche. Grosjean, ça fait plaisir à voir, 8ème, il commence à être très régulier dans le top 10. Hülkenberg 9ème, les premiers points pour Renault. Et les premiers ou sa deuxième fois? Je crois que c'est les premiers points de Renault. D'accord, donc c'est les premiers points de Renault. Et Ocon qui est encore dans les points, qui pour le moment maintient ses objectifs, qui était de marquer les points dans toutes les courses. Malheureusement, il n'est pas devant Perez, mais il n'a pas à jalouser les performances de son équipier. Il n'est pas devant Perez parce que comme le week-end dernier, la safety car lui a posé beaucoup de problèmes. Il a perdu beaucoup de place qu'il a dû récupérer. Sinon, il n'aurait pas fini aussi loin de son coéquipier. Ouais, non, on est d'accord. Ça fait 2 week-ends d'affilée qu'au moment où il met en place sa stratégie, la safety car sort et ruine sa stratégie. Donc, mais pour moi, la safety car allait donner la victoire au Mercedes quand elle est sortie. Mais pour en moi, théorie, ça, oui. Vettel lui-même était surpris de se retrouver derrière la safety car. Salut Dino. Ah ouais, non, mais il l'a dit, ouais. Je crois que c'est quand il parlait avec Hamilton. Hein. Oui, sur le podium, oui, il l'a dit, puis il l'a redit après sur d'autres discours. Clairement, pour lui, quand il a vu le safety car, il savait que sa course était ruinée et il était surpris de voir qu'il était premier derrière le safety car. Oui, clairement, il s'y attendait pas. Alors, bon, après, au niveau des résultats, donc on a fait le tour. Après, hors des points, Alonso était classé quand même, à noter, hein, classé 14ème malgré qu'il ait abandonné. Alors, au niveau des arrêts au stand, donc le concours DHL Pit Stop, on remarque donc que Williams a de nouveau le meilleur arrêt au stand. Ils prennent beaucoup de risques sur les arrêts. Force India avec Perez, deuxième meilleur arrêt. Red Bull pour Ricciardo. Force India avec Ocon et Ferrari n'est que 5ème avec Vettel en 2 secondes 70, soit 4 dixièmes de perdu. 4 dixièmes, c'est quand même beaucoup. Beaucoup sur un arrêt. Et pareil pour Mercedes, hein, à peu près le même arrêt que Ferrari. Deuxième bon arrêt pour Williams qui n'est que 7ème avec Stroll. Stroll n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup d'arrêts. Red Bull 8ème avec Verstappen. McLaren 9ème avec Alonso. Ils sont dans les points pour une fois. Et 10ème Toro Rosso avec Sainz en 3 secondes 14. Donc là on est vraiment sur des arrêts très lents. Bien que en marge du Grand Prix, je pratique un entraînement assez régulier. Je regarde une chaîne espagnole qui s'appelle Movistar et qui met des rediffs de Grand Prix. Et j'étais surpris, en 2010 déjà, il n'y avait pas d'essence et les arrêts étaient de 4 secondes et des broutilles. Donc on voit quand même quand on a un arrêt en 2 secondes 34 pour Massa, le progrès de la technologie et des hommes, c'est à louer aux écuries, hein, sincèrement, c'est gros progrès de 2 secondes, on divise le temps quasiment par 2. Voilà. Oui, il y a même certains
grands pontes, on va dire, de la chirurgie qui se sont amusés à regarder un petit peu comment fonctionnait une écurie de Formule 1 sur les arrêts ravitaillement pour que, alors quand ils font des opérations, ils puissent être aussi bien coordonnés qu'une équipe de Formule 1. Donc quand on en vient à ce genre de choses-là, c'est qu'on a poussé le système tellement à l'extrême que ça en devient intéressant pour d'autres, donc c'est Tout à fait. plutôt bien. Alors maintenant, on va voir la performance des pneus. On n'a que 2 types de pneus qui ont été utilisés en course. Les médiums ont été relativement boudés par les écuries. Le meilleur tour en course avec les pneus super tendres a été réalisé par Ricciardo en 1.33 495. Vettel, deuxième performance en 1.34 503. Vettel qui a chaussé 2 fois les pneus super tendres. Bottas 1.34 942. Le plus long relais en pneus super tendres revient à Ocon sur Force India avec 26 tours. Le meilleur tour en course a été réalisé par Hamilton sur les pneus tendres, 1.32 798, Raikkonen 1.33 720, Vettel 1.33 826. On notera que les Ferrari sont très performantes sur les 2 types de pneus. Le plus long relais revient à Wehrlein en 45 tours sur la Sauber. Wehrlein qui faisait donc son retour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ça? Non. Moi, je te propose qu'on passe tout de suite au classement des pilotes alors. Oui. Donc Sébastien Vettel en tête du championnat avec 2 victoires. Bonne perf du pilote Ferrari. Il devance de 7 points Hamilton et de 30 points Bottas. Ça commence à causer. Il y a déjà une victoire d'écart entre le premier et le troisième. Et il y a 68 points d'écart entre le premier et les autres qui n'ont pas de points. C'était pour voir si t'allais réagir. J'allais dire McLaren par exemple. Raikkonen 4ème. Il marque les points comme Bottas, 38-34. Bon, deux pilotes actuellement un petit peu en difficulté. Verstappen 5ème avec Ricciardo 6ème. Là, les pilotes Red Bull se tiennent. Ensuite, on retrouve Massa, assez régulier, 16 points sur la Williams. Perez, Sainz et Grosjean pour le top 10. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non. Eh ben, on va donc passer au classement des constructeurs. Alors là, grosse surprise, Ferrari devant Mercedes, 102 contre 99, on a déjà passé le cap des 100 points. Red Bull distancé avec plus du double de points de retard sur Ferrari. Force India, j'en parle même pas. Williams, 16 points avec une 5ème place. Toro Rosso 6ème, 7ème As, à noter avec 8 points. Renault, donc, qui a bien marqué ses premiers points là, ça se confirme, 2 points avec Hülkenberg, je crois qu'il était dans les points 1, si je dis pas de bêtises. Et Sauber et McLaren ont décidé de fêter Pâques avec un 0, ça ressemble à un 9, et ils ont dû avoir plein de chocolat à manger. Voilà au niveau de ce qu'on peut dire au niveau des résultats. Vous allez nous retrouver à l'antenne de nouveau. Voilà. Et ben Alex, je crois qu'il va être temps de parler des tops et des flops. Et j'ai envie d'aborder un petit point avant que tu n'as point abordé malheureusement. Ah mais je t'en prie. Qui est un peu, j'ai envie de faire un petit point déjà comment on appelle ça, des éléments mécaniques qui ont été utilisés parce que pour certains c'est déjà très critique et on est déjà qu'au 3e Grand Prix. Donc à souligner, donc entre autres, je vous fais dans l'ordre ce qui a été fait. Kvyat et Hülkenberg ont changé leur bloc moteur durant le week-end. Grosjean, Magnussen et Hülkenberg ont changé le MGUK. Vettel, Van Dorn et Hülkenberg ont changé leur contrôleur électronique. Van Dorn et Raikkonen ont changé leur bloc moteur, tout comme Kvyat et Hülkenberg. Raikkonen a changé son turbo et son MGUH. Van Dorn a aussi changé son MGUK. Il a aussi changé son turbo, tout comme Vettel. Vettel et Van Dorn ont aussi changé leur MGUH. Sainz a changé son MGUK. Et Vettel a aussi changé sa batterie. Alonso et Sainz ont changé pratiquement tout leur bloc moteur aussi, ce qui fait quand même que certains, notamment comme Van Dorn, se retrouvent avec déjà 3 MGUH utilisés, sachant quand même qu'il n'a pas pris la course pour problème électrique, enfin problème sur le MGUH, et il en a déjà 3. Donc ça fait potentiellement déjà un 4ème en Russie, sur 4, hein, donc... Autant dire qu'en Espagne ou juste à Monaco, ça va tomber. Pour Van Dorn, malheureusement, ça va tomber. Voilà, ça va pas tarder. Ferrari, clairement, des soucis de fiabilité. Raikkonen, qui a dû changer de bloc moteur. Alors, ils ont envoyé le bloc moteur. En fait, ils sont pas fait chier chez Ferrari. Au lieu de regarder ce qui allait pas sur le bloc moteur, alors, je sais plus, aux essais libres 2, je crois qu'il y a eu son problème. Non, c'est au 1, je crois. Il est au médium.
Il est Oui, en c'est vrai, parce qu'au médium oui, c'est parce qu'au 2, et il a dû il venait s'arrêter. tout juste de finir. Oui, au 2, il venait tout juste de finir Oui. les réparations, enfin, de changer le bloc moteur. En fait, ils sont pas embêtés. Ils ont pris le bloc moteur, ils l'ont enlevé, ils en ont mis un autre et ils ont envoyé direct le bloc moteur à Maranello. Ils ont quand même regardé un petit peu les datas de. Donc, ils parlent d'une surchauffe moteur, mais ils savent pas ce qui est récupérable sur le moteur encore. C'est pour ça qu'ils l'ont envoyé direct à Maranello. Donc, du coup, ils se sont C'est pas embêtés à peut-être savoir plus ce qui. efficace. Oui, mais du coup, ça fait en sorte que, enfin, ce bloc moteur qu'il a utilisé, ils vont pas pouvoir apporter d'amélioration dessus. Donc, s'ils apportent des améliorations, Raikkonen ne les aura pas. Ouais, Donc, ça peut poser mais... problème, notamment, on parle de fiabilité et notamment Bah, au lieu de d'évolution faire pour la suite de la cinquième, il saison. fera sixième, quoi. Oui, mais pour la suite de la saison vis-à-vis du championnat entre Mercedes et Ferrari, la Oui. fiabilité et les améliorations vont jouer un très grand rôle. Et donc, Ferrari est peut-être en tête des championnats, mais c'est fortement trompeur vis-à-vis déjà des pièces utilisées par Vettel et Raikkonen. Attendons de Donc, voir la suite. gros attention parce que Attendons de voir la les suite, mon rouges, ami. ils ont beau avoir gagné 2 courses sur 3, c'est pas si bon que ça. Ouais, Quand on mais regarde d'autres tu chiffres. sais, tu peux aussi perdre un championnat en allant taper un mur. Ah oui, oui, non, mais Donc, ou de je rester tiens, bloqué derrière une je, Renault à Abu je Dhabi. tiens un petit peu à réfréner les ardeurs de certains tifosi Ouais. qui se voient déjà championnat gagné, alors que quand Ah on regarde non, les chiffres derrière, en fait, on est très loin d'avoir gagné le mais championnat. même Bien au en dehors contraire. de tous ces chiffres-là, On est parler de plutôt en gagner le mauvaise posture. championnat au bout de 3 courses, c'est un petit peu prématuré. Oui. La course au développement, je regarde un peu le chat, hein, mon ami. Williams n'ont pas des écrous soufflés, donc moins de problèmes pour les visser. Un gars estimé à 80 chevaux. Une essence seulement pour qualif. Il me semblait que l'essence doit être la même Jujuve, hein, toute la course. Hein. Ouais. Que ce soit de la course au qualif. Donc si c'est un essence différent, c'est peut-être le coup de l'huile qui est brûlé. Tout simplement. Raph Williams, donc ça j'ai lu. Kimi 512 nous dit Jeunes Dire vont revenir en F1 l'an prochain parce qu'ils sont sûrs de finir devant McLaren. C'est pas faux. Jujuve nous dit Ferrari a délaissé les qualifs par rapport à la course. Ça, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Tifo nous dit Vettel a le double de points de Kimi. Ouais, mais bon, ça, c'est des comparaisons un peu délicates à faire. Hein, quand on a 2 victoires sur, et 3 podiums en 3 courses, c'est facile d'avoir plus de points que son équipier. Ouais. Il y a la belle bagarre que tu avais relevée, que Zostig relève aussi. Kimi nous dit encore oui, et Williams sont pile entre deux groupes. Ils se font en course. Pauvre Van Dorn, bah le pauvre, non, il a un baquet, hein. Il y en a d'autres qui aimeraient bien déjà avoir un baquet. Tifo Rosso, essaye de faire des efforts s'il te plaît quand t'écris parce que c'est juste illisible. Ouais, Raph, la course au développement, Berich nous dit pensez-vous que Ferrari est plus fort que Mercedes en course? Sur cette course-là, ouais. pour moi, oui. Non, non, mais Toto Wolff l'a reconnu aujourd'hui, justement. Il a fait une petite interview où il a dit clairement que Mercedes était plus fort en qualif et que Ferrari était plus fort en course. Donc ça va faire des belles courses. Exactement. Kimi se plaint de sa voiture, pourquoi? Parce qu'il a pas eu assez de glace et comme un enfant, il fait ses caprices. Non, mais Kimi, c'est un petit peu. Alors, on a vu des choses hier, des déclats d'un ingénieur de Ferrari qui n'ont pas été corroborés par d'autres membres du team, mais apparemment Kimi aurait eu des problèmes électriques durant toute la course. Ouais. Donc, quand on sait qu'un MGUH peut apporter 120 voire plus de chevaux, Oui, dans ce c'est cas, qu'il y a ça un problème. beaucoup de choses. Voilà. Mais ni Kimi, ni Arriva Bene, ni Marchion ont parlé de ça, ni Binotto d'ailleurs. Ça reste qu'un ingénieur de l'écurie Ferrari, donc vrai, pas vrai, je sais pas trop. Mais en tout cas, Je oui, pense que Kimi. c'est fiable. Je pense que c'est Ah, fiable. je sais pas. Bon, bah je te propose qu'on passe au top et au flop. Allez, Allez, je te laisse commencer. allez, tu vois les tops, les flops, Bah allez, commence par les tops. les tops. J'ai mis Grosjean, c'est le premier point. Il a fait une course correcte, un week-end satisfaisant, on va dire ça comme ça. Verlaine qui a fait une très grosse course pour sa première course de la saison, une très grosse course de sa part parce que je crois qu'au premier tour il a doublé 4 pilotes. Après il s'est quand même battu face à une Toro Rosso, une Renault, alors que bon, la Sauber elle est loin d'être à ce niveau-là. Donc une très grosse course de la part de Verlaine qui en fait a misé sur une bonne stratégie à un arrêt. C'est surtout qu'avec son accident et déjà de retour, j'ai envie Ah de non, dire, il a dû souffrir. oui, c'est un arrêt. Il a dû Oui, souffrir oui. aussi. Hein. Ouais, donc non, c'est clairement un gros top, Verlaine. J'ai mis aussi Alonso parce que malgré sa voiture pourrie, il s'est quand même battu encore avec des Toro Rosso, des Renault, il s'est battu presque pour les points, donc c'est encore un très gros Grand Prix de sa part. J'ai mis Renault pour la Q3 parce qu'ils ont mis leurs 2 voitures en Q3, ce qui était l'objectif de Renault et ils l'ont rempli, donc bravo à eux. Et puis Massa aussi qui a fait une tu sais que bonne normalement course c'est 3 tops et 3 flops. Ah bon? Ouais.
Non, j'ai jamais fait 3 et 3. Normalement, c'est ce que je fais, mais bon. D'accord. C'est pas moi. Parce que là, tu mets tout le paddock en top, en fait. Non, 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 j'ai des flops. Et D'accord. du coup, Massa, le dernier top, ce qui est vrai en plus c'est mon dernier top, qui a pu doubler Raikkonen, qui après, voilà, la safety car était de nouveau devant Raikkonen et Hmm. Ricciardo, donc il a joué un peu les troubles faits et c'était sympa de voir la Williams qui, pareil, n'est Ouais, pas normalement à ce niveau-là et qui a joué les troubles faits, donc c'était sympa. tout à fait, ouais, je suis d'accord avec toi, quand même, sur l'ensemble. Et Bon. toi, du coup? Alors, moi, mon top, Sébastien Vettel, course parfaitement gérée, malgré la safety car et tout ça qui aurait pu le pénaliser. Que ce soit le départ, l'application de la stratégie en piste et dans sa gestion, la gestion du stress, on sent plus le Vettel il y a un moment où qu'à la radio il parlait de trop. J'ai l'impression d'ailleurs que ça c'est un peu Kimi maintenant. Très bonne gestion du trafic. Une fin de course, il a géré. Son avance, La c'est parfait. gestion des pneus, moi je suis pas d'accord. Pour Ferrari, ils ont fait une erreur de stratégie en lui mettant les super tendres au premier arrêt. Parce que clairement, on a vu avec Hamilton de mettre tendre, c'était clairement la meilleure stratégie. Bah ouais, mais avec ce qu'on lui a donné, il s'est démerdé, il a fait le boulot. Oui, mais bon, Donc Ferrari, pour moi, quand tu oui, dis bonne mais stratégie, je suis pas d'accord. il y a eu une bonne stratégie dans le sens de rentrer avant. Oui, mais ils auraient dû mettre L'application de la l'effort. stratégie déjà, surtout j'ai dit. Et voilà, après maintenant à mon avis, Vettel, sur cette course-là, il a été impérial. Voilà, c'est tout. Il a fait le boulot. Tu veux qu'on parle de la course Hamilton, non? Fernando Alonso, deuxième top. Une course d'attaquant malgré une voiture de merde. J'emploie le terme, de merde. Et que c'est la voiture elle est plus proche d'une safety car que d'une F1. Mais il a fait une bonne course, il s'est battu, il a montré qu'il en avait encore entre les jambes. J'ai presque envie de dire que le safety car fait quand même plus de distance que sa voiture en Ouais, fait. aussi, ouais, non, non, et voilà, c'est clair. Merci pour le follow, je viens de voir qu'on a un nouveau follow. Euh, Sinon, après, mon troisième top, moi, il revient aussi à Felipe Massa. Pourtant, je suis pas du genre à lui attribuer des tops. Il se bat avec sa voiture, qui est vraiment pas digne de ce qu'on pouvait attendre. Il donne tout ce qu'il a. Il reste calme, concentré, déterminé. Il fait du bon boulot. Donc ouais, non, clairement, Felipe Massa, mon troisième top. Pourquoi pas? Je vois que ça fait réagir. Ah, il y a quelques tops qui tombent. Euh... Salut RFT. Non, on fait pas de commentaires en live déjà parce que c'est interdit de faire des commentaires en live, à moins que tu parles du live text, mais je crois pas qu'il y ait de live text parce qu'il me semble que c'est des essais à 8 lots. Si, Euh... si, certains de nos concurrents qui font des live texts, donc. Ah, ok. Bon, bah. Je savais pas. Tu vois, j'ai tellement décroché que je ne suis même pas les autres spécialement sites. Je relis un peu le chat au passage. On en parle à la fin, Maga. Tifo nous a fait en top Perez. The Stig nous dit top Ferrari, Vettel, Grosjean, Perez, Force India, Hülkenberg. Eh, mais arrêtez de mettre le paddock, hein. Les tops, normalement, c'est une élite. C'est pas la moitié du paddock, les gens. Et bien, si on Euh, a envie de mettre la moitié du paddock, Bah, c'est c'est plus notre des problème. tops, c'est juste des coups de pouce, c'est des Ah ouais, likes. mais. Flop, Bottas, Sans. Voilà. Il n'y en a pas 50 000, ça c'est intéressant. Kimi 512, Maga, Montoya dit qu'il aurait dû faire le GP. Ah, ouais, bon, ça on en reparle après. Jujuve nous dit top Vettel Alonso Massa. Tifo nous dit top Seb. Donc, je lis plus quand vous mélangez les prénoms et les noms. Je suis désolé, mais soit vous mettez les prénoms, soit vous mettez les noms, mais arrêtez de tout mélanger. Dino Ça, Gypsy. c'est le coup de gueule d'Alex pour ce soir, ça. Non, mais je l'ai déjà fait la semaine dernière, c'est chiant quoi. Vous mélangez, vous mettez des abréviations, vous mettez les noms complets. Et à lire, c'est pas facile quoi. Quand vous mettez une phrase, si vous commencez par les prénoms, mettez que les prénoms. Si vous mettez les noms, mettez que les noms. Si vous mettez les abréviations, mettez que les abréviations. Mais ne mélangez pas tout parce que mettez-vous à la place de ceux qui doivent les lire en direct. C'est pas forcément facile. Juju nous dit top Alonso, Vettel, Massa. Dino nous dit top Vettel, Hamilton, Massa, flop Kimi, Bottas. Flop de Raf, stratégie de Kimi, Kimi en lui-même. Kimi nous dit top Vettel, Massa, Alonso. Ça a déjà été évoqué, Jujuve. On a dit que normalement ils peuvent pas modifier leur essence entre les qualifs, la course et les essais. Tifo nous dit flop McLaren Sainz.
Top de RAF, Massa, Vettel, Lewis. Juju, Ferrari a délaissé la qualif, pas Cairo. Oui, mais ça on l'a déjà dit aussi, que Ferrari a travaillé la course. Voilà. Les flops maintenant. Flop, je me fais engueuler parce que j'en ai 4. Non, mais bon, 4 ça va, mais bon, tu mettez pas la moitié du paddock, les gens. Bottas, parce que clairement c'était une course décevante. Alors je veux bien qu'il ait un problème de pression des pneus parce qu'ils ont eu un souci technique avant le départ, machin, etc. Bon, pourquoi pas, mais après le reste de la course, une fois qu'il a changé de pneus, c'était quand même pourri. Ouais. Donc voilà, ça n'excuse pas tout. Et Toto Wolff l'a reconnu à demi-mot. Oui, pour le départ, non, c'est même pas Non, non, demi-mot. non, 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 que la course était pas terrible de Valtteri. Ah, ça, Quand il oui. dit comme ça, oui, il faut lui laisser du temps, etc. C'est en gros, oui, il a fait une course de merde, mais laissez-lui du temps, quoi. Oui, oui. Hein, clairement, faut savoir lire entre les lignes. Même Toto Wolff a reconnu que Bottas a fait de la daube hein, sur cette course. Hmm. Après, j'ai mis Stroll, parce que pour moi, c'est pareil, il a fait un week-end où il se retrouvait encore à 1 seconde, ou des fois un petit peu moins de Mhm. Felipe Massa, alors que bon, quand on est chez Williams, on devrait pas être aussi loin de son coéquipier. Et puis pour moi, il est en tort dans l'accident donc avec Sainz. Donc, alors les torts sont quand même partagés, mais Stroll, pour moi, le plus de torts dans l'histoire. Donc voilà. Mhm. Et le moteur Honda, clairement un flop. Et mon quatrième flop, c'est le moteur Ferrari, du coup, parce que voilà, les changements de pièces, on est au troisième Grand Prix, on a déjà 2 pièces pratiquement de partout pour Raikkonen et pareil pour Vettel, donc Mhm. pour la suite de la saison, ça va clairement être un problème. Ouais, ouais. Alors, bah, je vais te lire les miens. Mon flop numéro 1, Lewis Hamilton. Départ raté, mauvaise application du règlement, il n'était pas dedans. Tout le monde vante sa fin de Donc, course, mais n'oublions pas qu'il roule en Mercedes quand même. Hein, il n'a pas une McLaren. oui, ah Deuxième, bon. Bottas. Il semblerait qu'il s'est absenté entre les qualifications et la course. On a lancé un avis de recherche. Il était où? On sait pas. Des soucis de pneus au départ, ok, j'admets. Après, il s'est fait déposer par Hamilton et quelques tours de plus, il avait même pas de podium quoi. Et mon troisième flop va directement à Carlos Sainz parce que c'est lui le grand talent. C'est lui qui était capable de tenir Verstappen. C'est lui qui aurait pu remplacer Raikkonen chez Ferrari. Bah, excusez-moi, je préfère mettre mon petit frère dans la voiture. Hein. Voilà, ça c'est dit. Ah oui, c'est trash, hein. Alors, Oui, quand même. Je suis pas sûr que ton petit frère arrive à faire ce que fait Sainz quand même, mais oui, bon. mais c'est une façon de dire que voilà, Sainz c'est n'importe quoi et c'est survendu quoi. Lisons un peu le chat de nouveau. Top de Maga, Ferrari, Williams et Vettel. Carlos, gros flop de la part de Jujuve. 1 sur 5 paddock, attention Alex F, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Jujuve, Raiko, gros flop. Merci Kimi. Dino Gypsy, flop, Bottas, Kimi, McLaren. Kimi nous dit enfin un départ raté de Hamilton, t'es dur Alex. Il était du mauvais de la grille, contrairement à Raikkonen. La semaine dernière, j'ai dit que Ferrari ont loupé leur départ. Ils étaient du mauvais côté de la grille aussi. Et j'assume clairement. D'autres pilotes qui sont partis du même côté qu'Hamilton sont mieux partis que lui. Donc ouais, il s'est loupé au départ pour moi. Après, c'est un avis qui n'engage que moi, bien entendu, mais je trouve qu'Hamilton s'est loupé sur cette course. Et que s'il n'a pas gagné, c'est lui qui a cherché sa défaite. Voilà. Alex est disparu. Non, non, je suis toujours là. Le futur de Ferrari, c'est Perez, faut arrêter avec Sainz. Non, non, Perez, faut arrêter de le Trop vieux, survendre. Perez, trop vieux. Oh là là. Perez, c'est fini. Autant mettre Bernier Ecclestone, les gars. Hein. Non, sérieux. Pauvre petit frère. Ouais, j'ai sous-estimé le talent de mon petit frère, excusez-moi. Maga Groove, flop, Sainz et Stroll, Bottas, pilotage, Honda, moteur. Ok. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Dino, il est d'accord avec moi sur qu'Hamilton se serait loupé. Bah, sa plus grosse erreur, de toute façon, c'est les stands, mais bon, ça aurait pas changé grand-chose. Hein. Après, faut le comprendre, il a essayé une petite stratégie pour Il éviter de aurait pu perdre du ralentir temps sur avant les Ricardo. stands. Il aurait pu le faire avant, sur l'ensemble du tour. Ouais. Après, il y a un règlement, faut l'appliquer. Hein. On dit de Vettel, mais Vettel, il aurait été pénalisé en Chine, ça aurait été mérité. Hein. Parce que j'ai re-regardé les images et j'ai lu le règlement. Oui, normalement, on doit être entre les lignes. Hein. Ouais. D'ailleurs, Bah, parlant non. de ça, il y a une Non, clarification. justement, le règlement est pas très clair là-dessus. Bien au contraire.
Justement, Vettel a clairement utilisé une faille de règlement là-dessus, hein. C'est pour ça que tout le monde veut une clarification et un changement de la règle là-dessus, hein. Hmm. Ouais, mais bon, au moins ils l'ont eu, maintenant ils doivent partir au bon endroit. Ils doivent partir au bon endroit, si je dis pas de bêtises, hein. Non. La, En théorie. la clarification est tombée. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur ce Grand Prix? Non. Non. Eh ben, passons au thème suivant. Le thème 2 qui est donc les coups de... Les coups de Gueule. cœur et les coups de gueule. Bah vas-y, je te laisse te faire plaisir. Bon, je vais commencer par mon coup de gueule. Ah. Stroll Sainz, j'y reviens dessus parce que pour moi, les deux sont en tort, mais plus Stroll que Sainz. Mhm. Clairement, Stroll, quand il passe la ligne, il voit très bien qu'il double Sainz qui sort de la voie des stands, donc il sait très bien qu'il va avoir un pilote à son intérieur, il ne laisse pas la place, et le règlement le dit. Le- Même si l'autre il freine un peu trop tard, etc., le pilote qui est à l'extérieur doit laisser la place à l'intérieur. C'est le règlement qui le dit. Bon, bah, moi, clairement, on le voit sur les images, il n'a pas laissé la place. Donc, pour moi, Stroll aurait dû être sanctionné, clairement. D'accord. En plus, il a un pilotage plutôt dangereux, donc ça lui ferait du bien. Je sais que plusieurs de nos concurrents sont d'accord avec ce que je dis. Je sais qu'il y a beaucoup, alors je sais qu'il y a beaucoup de fans de Formule 1 qui disent que c'est Sainz, et il y a beaucoup de professionnels du métier qui disent que c'est Stroll. Donc, je pense que c'est une bataille sans fin cette histoire, mais voilà. Moi, je Après, tiens à le dire. chacun aura son avis là-dessus. Exactement, exactement. Mais pour moi, c'est clairement Stroll Mhm. qui aurait dû être sanctionné. Et après, même, enfin, Stroll, en fait, vu qu'il est jeune, c'est là où il faut insister, c'est qu'il faut lui mettre les limites tout de suite pour qu'il Ouais. arrête ce genre de conneries, quoi. Parce que On a connu avec Verstappen l'absence de limite. voilà. Et donc, Ouais, ces jeunes, ils ont besoin qu'on les cadre un petit peu et qu'on leur rappelle le règlement. Et Stroll, ça leur aurait fait du bien de se prendre une bonne pénalité, là, histoire de le. Parce qu'il est un petit peu prétentieux. Je me souviens notamment des propos qu'il a eu sur Massa en dénigrant tous les Brésiliens. Il a voulu tacler Massa, il a taclé tous les Brésiliens. Ah non, c'est Verstappen, pardon, excusez-moi. Je dis n'importe quoi. Mhm. N'importe quoi. Non, c'est Verstappen qui a critiqué tous les Brésiliens parce qu'il a voulu critiquer Massa. Et ça, c'est autre chose, du coup. Et Donc Massa voilà. lui a dit attention, il y a un Grand Prix au Brésil en fin d'année. Ouais, c'est ce que j'ai rappelé Massa. Ok. Qui est une très bonne réponse d'ailleurs au passage. Oui, parce que on a vu ce que ça donnait avec Timo Glock après le Grand Prix 2008 où Massa a dû faire le nécessaire pour s'assurer que Timo Glock sort du circuit en sécurité. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui, oui, si, si. Euh... Berish, c'est pas le bon thème. Attendez les bons thèmes, les gars, pour les questions, hein. Vous avez le sommaire. Raph, j'ai corrigé ma petite boulette. Letty Wing. Garde la question pour la fin, Maga, t'inquiète, on va y répondre. Je pense qu'avec Alex, d'ailleurs, ça va amener un débat parce qu'on doit pas être d'accord. Je sais pas. On verra bien. Surprise! Ouais, alors 27, c'est pas vieux. Kimi en a 37. Ouais, mais raison de plus pour prendre Leclerc. Ok, Trop bon. jeune. Moi, je vais faire mes coups de gueule aussi, du coup. Vas-y. Le premier coup de gueule, c'est le manque évident de formation des commissaires de Bahreïn. Le coup de l'aileron planté dans le mur de pneus, celui de la Red Bull, hein, de Verstappen. Le gars, non, il retire pas. Bah, t'as pas vu celui de Grosjean? Ouais, Quand il a Grosjean tapé aussi. le mur, ils l'ont Ah, laissé. non, c'est Grosjean, je parle, excuse-moi. Ah, d'accord. Non, mais sans déconner, quoi. Les gars, ils ont perdu des yeux au passage, non, c'était une option. Normalement, ça se retire sur le champ, quoi. Donc voilà. Et Donc en ensuite, plus, il y avait drapeau, enfin, il y avait VSC ou hum, drapeau hum. jaune, je sais plus. Donc c'était le moment de le faire quand les voitures sont ralenties, quoi. Et la réalisation vidéo de la FOM que j'ai trouvé vraiment modeste ce week-end. J'ai trouvé qu'ils ont déjà fait mieux compte tenu de l'activité qu'on avait en piste. Ah oui, oui, ils ont eu fait mieux, mais ils ont eu fait bien pire. Oui, mais je reste quand même dans les coups de gueule parce qu'ils ont loupé quelques trucs essentiels pour moi. Mais bon, après c'est un avis, hein. Les coups de cœur, Alex. Et ben, les coups de cœur, c'est les deux courses qu'il y a eu coup sur coup F2, F1.
durant tout le week-end. Les deux courses ont été extrêmement intéressantes. Enfin, je parle de la course sprint, de la course longue. Mhm. Je l'ai loupé, j'ai vu un résumé, bon, ça avait l'air d'être sympa, mais sans plus. Par contre, la course sprint a clairement été excellente côté GP2, avec un très bon espoir qui fait partie de la Ferrari Driver Academy. Alors, c'est le premier Grand Prix GP2 de l'année, donc voyons ce qu'il va faire sur la suite. C'est peut-être un peu tôt pour dire seul pilote du siècle, mais clairement, Leclerc a fait un très très bon, une très Ok. belle course sprint. Un très bon week-end parce que du coup, il repart en tête du championnat, donc c'est un très Oui, bon parce week-end pour lui. il fait troisième, bon, dépassé par le pilote russe en fin de Mm. course et par Nato Ouais. après l'arrêt. Il fait une bonne course. Leclerc, oui, voilà, après la deuxième course sprint, comme tu dis, incroyable, hein. Ah, c'était stressant, hein. J'ai plus stressé pour la F2 que pour la F1. Alors que Ah, bon, Vettel allait gagner, quoi. oui, Et limite, Leclerc m'a fait beaucoup plus stresser. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, il était premier, il a décidé de ravitailler, donc de repartir 14e. Et il lui est resté, je crois, 7 tours pour remonter tout le monde. Chose qu'il a faite. mm, En 7 tours, il a doublé, bah, du coup, 13 voitures. Pour c'est finir énorme, premier hein. dans le dernier tour. Dans le dernier tour, il a doublé la Ouais, dernière non, non, voiture pour c'est finir énorme. premier. C'est énorme. Juste, alors bon, certes, il y avait des pneus beaucoup plus frais que les autres, etc. Mais bon, quand t'es premier, il Ouais, fallait ouais, oser prendre ouais. le risque. Fallait Fallait oser oser. prendre le risque. Fallait oser. Et il l'a fait, et voilà, très bien. Et puis bon, la course de F1 aussi, qui a été, je trouve, pour un circuit qui est réputé où il y a peu d'action, je trouve qu'il y a quand même eu pas mal d'action ce Ça week-end a été un beau Grand Prix. en Je course, dois le donc ouais, reconnaître. Bien que ouais, j'aime pas la piste et que j'estime qu'elle n'a pas sa place au calendrier. exactement. Voilà. Et toi? Coup de cœur. Nouvelle confirmation de Pirelli. Les pneus Ouais, s'usaient, ils mais, s'usaient, mais ils pouvaient se suivre encore, les pilotes. ouais, mais justement, on n'a pas vu les médiums parce que les médiums avaient des gros problèmes de graining. Ouais, Et mais à la limite. ça, c'est un problème de pneus, du coup. Ouais, mais pour moi, c'était pas. Ça m'a pas perturbé sur le week-end. C'était pas un pilote par-ci par-là qui a des problèmes de graining avec les médiums, c'était tout le monde, hein. On disait Et c'est bah, ils moi, les on l'a vu. supprimeront, puis c'est pas grave. Ça a pas montré d'effondrement. Non, Voilà, les monoplaces pouvaient se suivre en course, moi c'est ce que je vois. Ça a permis d'avoir du spectacle, hors zone DRS. Donc merci Pirelli pour ça quand même. Alors que je leur jette toujours la pierre, hein, mais ça fait 3 courses vraiment que je les encense. Et alors là, c'est même plus un coup de cœur. Et c'est une déclaration d'amour. Alonso, je t'aime. au passage, juste je te coupe. En fait, t'es toujours sur la race classification. On n'est pas en caméra. Bah, pourtant j'ai fait la transition, hein. Ou alors c'est peut-être mon live timing. Enfin, c'est peut-être mon truc à moi qui bug. Je pense parce que moi je. Je réactualise. Oui, et puis les autres nous l'auraient dit. Sûrement. Ah oui, effectivement, c'était moi qui. Voilà. Donc, Désolé. mon énorme coup de cœur, ma déclaration d'amour revient à Alonso. Il boycotte ce Grand Prix bidon de Monaco. Sérieusement, je trouve qu'il a raison. C'est une piste où les pilotes ils sont comparables à les animaux dans un cirque pour les riches. À qui on jette un sucre, une banane. Allez, tiens mon éléphant, mange ta banane. Non, mais si seulement les autres ils pouvaient faire pareil, qu'on se débarrasserait, c'est peut-être le début de la débandade et la fin de Monaco. Et sincèrement, j'approuve. Voilà, c'était mon coup de cœur. Fallait que je le dise, fallait, voilà. De toute façon, tout le monde le sait, j'aime pas Monaco, c'est pas nouveau. Voilà. Lisons un peu le chat, mon cher Alex. Qu'est-ce qu'il y a eu de noté? T'as vu noter. Alors. Bon, alors, les Touring, coup de gueule, pas de safety car. Pas de safety car parce qu'ils ont cru que Hamilton reviendrait sur Vettel. J'ai pas compris Tifo, mais c'est pas grave. Oui, avec le dernier accident qu'il y a eu, Whiting était à deux doigts de mettre la voiture de sécurité, sauf que s'il mettait la voiture de sécurité, il donnait la victoire à Hamilton, et s'il mettait pas la voiture de sécurité, il donnait la victoire de Vettel. Donc, Il y a un truc qui s'appelle la virtual safety car, mais bon, c'est pas grave. ouais, mais là, ça nécessitait clairement une voiture de sécurité. Là, les commissaires ont pris des risques, la virtual safety car n'aurait pas suffi. À défaut de Mais bon, remettre, ça aurait été mieux. oui, ça aurait été mieux. Mais bon, Alors, Whiting a préféré donner la victoire à Vettel, comme ça, pour une c'est. fois. Pour une fois que ça va dans un bon sens, et pas Ouais. dans un autre. Ça parle un peu de l'accident, de massacre à philosophie. Les Red Bull sont très loin des Ferrari et Mercedes, ça je suis d'accord. Donc là ça parle de comment Verstappen pourrait se défendre. Mais Verstappen étant un grand joueur, je pense qu'il va s'entraîner sur Call of Duty.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Raph. Mais là, en fait, je croyais qu'il y avait un problème. Mais non, il n'y a pas de problème. C'est qu'en fait, les pneus qui sont affichés en haut à gauche de ton écran, c'est les pneus avec le meilleur temps. Tandis que quand tu vois le pilote avec le pneu, c'est le pneu qu'il utilise actuellement. Ce qui veut dire que quand le pilote améliore son temps, que ça change de pneu en haut à gauche de ton écran, c'est qu'il avait un autre type de pneu comparé au pneu qu'il avait fait le meilleur temps. Si je ne dis pas de bêtises. Au niveau de la télé. Parce que même moi, je me suis fait avoir, je comprenais pas. Il m'a fallu un certain temps pour m'adapter. Maga nous dit ravitaillement, sortie 14ème, dépasse tout le monde. Ouais, donc là, il nous parle de la course. Joli feu d'artifice sous les tifos. Je vois surtout que c'est que les pilotes ne savent pas quoi faire de l'eau de rose sur le podium. Bah, en même temps, ils ont qu'à mettre du champagne. Hein. Maga nous dit. Dans un pays où l'alcool est prohibé. Bah, dans ce cas-là, la F1 n'y va pas, puis c'est tout. Berich, grosse différence des pneus en fin de course d'Hamilton. Ah, mais Alex avait relevé quelque chose, c'est que Hamilton ne gagnait pas tant de temps que ça sur la fin de course. Bah, sur les 4 derniers tours, c'est même Vettel qui a Ouais. repris un dixième sur Hamilton. Et Clairement, les pneus d'Hamilton étaient en train de s'effondrer en fin de course. je suis Alors, d'accord avec Vance qui nous dit Vettel a géré le retour d'Hamilton. Ah non, c'est une question. S'il y aurait eu 5 tours de plus, on vient de répondre en fait, Vance. Ton coup de gueule en haut. en fait, on voit, enfin, quand j'ai les chronos sous les yeux, Vettel au moment où Hamilton sort des stands, il a accéléré un tout petit peu sur 2 tours, Ouais. sur, on va dire 3 tours. Et puis après, tout doucement, on voyait que les pneus se dégradaient. S'il a reclaqué un chrono quand Hamilton a doublé Bottas. Mais sinon, non, il n'a pas claqué de gros chronos. Il n'y a pas vraiment à un moment donné, j'ai mes chronos qui s'améliorent de plus en plus. C'était plutôt les chronos qui se dégradent. Et puis de temps en temps, des petits pics d'amélioration. Mais de là à dire qu'il a géré, c'est comme Hamilton la course précédente. Tout le monde dit Hamilton a géré. Je suis pas sûr qu'Hamilton ait géré. Pour moi, Vettel, là, je suis pas sûr qu'il ait si Tout à géré que fait. ça. Parce que on sent, il fait un pic ou il fait un chrono. Et puis après, tu as 2-3 tours où ça se dégrade parce que du coup, il a surchauffé ses gommes. C'était le gros problème de ce week-end. Ouais. C'était la surchauffe des gommes. Donc, non, pour moi, Vettel, Ferrari, ils sont volés. Enfin, ils disent devant tout le monde, on a géré. Derrière, je pense qu'ils ont quand même bien flippé. Je suis d'accord avec toi. Maga qui confirme mon coup de gueule sur Monaco. Enfin, mon coup de cœur, du coup. Avec un coup de gueule en disant que voilà. Kimi confirme ce que tu disais. Ok. Bah, je crois qu'on a fini pour les coups de cœur et coups de gueule, non? T'en as d'autres? Non, non, non. Non? Bon. Et ben on va passer au thème suivant. Alors, qui va aller vite, hein, parce que... Alors, je prépare ce qu'il faut. Et donc, c'est le prochain Grand Prix qui va avoir lieu à Sochi, en Russie. Tac. Donc, inauguré en 2014, le circuit de Sochi se compose de 18 virages pour une longueur de 5 km 848. Le Grand Prix compte 53 tours, soit une distance à parcourir de 309 km. Le record de la piste est actuellement détenu par Nico Rosberg, l'an dernier à bord de la Mercedes en 1:39.094. Le record il va tomber ce week-end, c'est une évidence. D'autant plus que cette piste n'a connu que l'ère DV6. Ce circuit est composé de 2 zones DRS, la première dans la ligne droite de départ-arrivée, juste après le premier virage. C'est une immense ligne droite et la zone DRS est plutôt petite mais placée en fin de ligne droite, ce qui devrait permettre d'avoir des dépassements. La deuxième est dans la fin du secteur 2 entre le virage 10 et 13. 2 virages qui peuvent être considérés comme des courbes sont dans cette zone DRS. Les moteurs sont exploités à 60% de pleine charge, des chiffres plus importants que lors des courses précédentes. Pour les freins, ce sera également difficile, surtout virage 13, qui marque la fin de 2 virages à pleine charge. Et géographiquement, c'est situé au cœur olympique, le cadre est visuellement beau, mais je trouve pas cette piste réellement adaptée à la F1. A vrai dire, comme toutes les pistes récentes qui ont été proposées dernièrement sous l'ère Ecclestone. Néanmoins, je dois avouer que cette piste a déjà offert quelques belles passes d'armes, et ou des séquences qui ont fait couler de l'encre. Quoi qu'il en soit, Sochi va nous permettre d'être encore plus proche des horaires habituels. Alors le vendredi ce sera 9h pour les essais libres 1 et 13h pour les essais libres 2. Par contre, après on revient sur les horaires européens, samedi avec les essais libres 3 à 11h et les qualifications à 14h et la course à 14h le dimanche. Ce qu'on peut noter sur ce circuit, c'est qu'il est très pénalisant pour les voitures sous-vireuses.
Donc là, on arrive sur la fin du tour avec Raph qui avait pris la Red Bull. Donc, pas un circuit pour Kimi Raikkonen qui se plaint de sous-virage en ce moment. Voilà, c'était la petite Voilà, info c'est à dit. noter. Bien relevé, Alex. Je voulais voir si tu allais le relever. Ah oui, 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 ça oui. Donc là, on arrive vraiment sur la fin du tour. Voilà. Un circuit où ils éliminent l'essence avec de l'eau. Ouais, Ah si, si, ils nous l'ont fait une année. d'accord. C'était l'année dernière, je crois, qu'ils nous ont. Ou il y a 2 ans, je sais plus. Non, l'année dernière, l'année dernière. Mhm. Où il y a Grosjean qui a eu un problème moteur, où il y avait de l'essence sur la piste, et ils y sont allés à coup de lance à incendie. Donc déjà d'une, la piste était sèche, donc ils l'ont mouillé juste sur un virage. Et en plus, ce qu'ils avaient oublié, c'est que bah, l'essence et l'eau ne se mélangent pas, donc du Ouais, coup, l'essence est restée sur la piste. Bravo, ouais, bravo. l'intelligence. Alors, Berich, pensez-vous que Ferrari plus fort en qualification en Russie? Non. Moi non. Ferrari, ils ont axé leur voiture sur la course cette année, donc ne vous attendez pas à avoir une pole de Vettel dans l'année, ou peut-être une pole de Vettel ou de Kimi dans l'année, mais dans ce cas-là, ça veut dire que Mercedes s'est planté, quoi. Ouais, je pense pas. Donc non, non, attendez-vous souvent une deuxième ligne Ferrari, une première ligne Mercedes. Et une course intéressante, du coup. Mais du coup, une course où Ferrari va essayer de doubler Mercedes. Hmm, ça va être pas Voilà. mal. Tes pronos? Mes pronos, j'ai mis Hamilton, Vettel, Ricciardo, Bottas, Raikkonen, Verstappen, Massa, Ocon, Verlaine et Alonso. Ah, c'est rapide, toi. Ah oui. Ah, Alors, j'ai surtout mis Verlaine et Alonso dans les points, quoi. ouais, ben, Attention. Warline, pourquoi pas. Alonso, ça va être plus dur. Non? Verlaine avec une Sauber. Je pense qu'il a fait la course de sa vie, là. Allons voir. Il a peut-être un grand talent, hein. Espérons pour lui. Alors, Greg nous dit Pôle à Singapour pour Vettel. On va voir, les gars, on va voir. Kifo nous donne quelques stats. Ferrari en Russie, c'est un meilleur tour, 2 podiums, 47 points, 3 grands prix. Ouais, c'est pas énorme, hein. Donc, moi, mon pronostic, Sébastien Vettel. La Ferrari doit confirmer face à la Mercedes. Et pour l'intérêt du championnat, ce serait bien de voir un Hamilton sous pression. Couteau entre les dents. À devoir remonter sur Vettel. Car c'est dans ces moments-là qu'il devient encore meilleur et plus combatif. Et en passage, ça permettrait de combler d'éventuels problèmes de pénalité et garder l'intérêt du championnat. Deuxième, ça va pas du tout avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'avais envie de le mettre. Kimi Raikkonen. Et j'ai mis un petit slogan, une dose de vodka et ça repart. Non, plus sérieusement, c'est plus un prono de cœur car j'ai envie de le voir sur le podium. Voilà. Ensuite, troisième, Lewis Hamilton, parce que c'est impossible de le mettre plus bas. Hors problème. Quatrième, Max Verstappen. Bah, il fait des bonnes courses en dehors de ces petits problèmes. Cinquième, j'ai mis Valtteri Bottas. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Il va commencer à souffrir de la comparaison avec Hamilton. Habitué à être vu comme meilleur que son équipier chez Williams, cela va commencer à affecter son moral. D'autant plus qu'il a dû le laisser passer 2 fois, etc. Donc j'en passe. Sixième, Massa. Il a fini sixième, je l'avais pronostiqué, donc j'espère lui porter chance encore. Je l'ai remis sixième. La Williams, elle est capable de performer, elle l'a montré en Chine et à Bahreïn. Donc grâce à un bon moteur, Massa, bah, il se passera sixième, quoi. Septième, j'ai mis Grosjean. Je le sens bien, le petit français. Voilà. Huitième, Ocon. Bah, j'ai envie de le voir placé dans les points et devant Perez. Neuvième, j'ai mis Hülkenberg. Il va confirmer que Renault peut marquer les points. J'ai bien dit peu. Ça reste loin de ce qu'on peut attendre d'une marque comme Renault pour le moment, mais il faut leur laisser le temps, comme tu as déjà dit plusieurs fois. Et dixième, j'ai mis Daniel Kvyat parce que bah, il va tenter d'arracher les points. Et cette fois, Vettel, il sera trop loin devant lui pour aller le heurter. Voilà pour mes pronos et mon top 10. Ça va? Oh oui. Lisons un peu les pronos qu'il y a eu dans le chat et puis après bon, on va passer sur les questions et donc. Nos réponses. Ouais. Pronos de Maga, Hamilton, Vettel, Verstappen. Je continue à descendre. Un petit peu. Kimi nous dit prono Ericsson, Van Palmer. The Stig, Hamilton, Bottas, Vettel, Raiko, Perez. Espèce de Mercedes fan, va. Kimi nous dit vrai prono. C'était pas tes vrais pronos? Oh non, je suis déçu. Salut Juju Dante qui vient d'arriver au passage. Tous ceux que j'ai pas salués. Hein. Coucou à vous. Vrai prono Hamilton, Bottas, Vettel, Massa, Raikkonen.
Tifo, je vais lire tes pronos. T'as vraiment fait des efforts là sur les pronos, ça fait plaisir. Vettel, Hamilton, Raikkonen, Bottas, Ricciardo, Verstappen, Massa, Hülkenberg et Grosjean. Berich nous dit ce sera un circuit Ferrari ou Mercedes plus moteur ou aéro. Bah, le truc, c'est que voilà, Mercedes a l'avantage en qualif, Ferrari en course, alors c'est compliqué. Moi, tu vois, j'ai mis la victoire d'Hamilton parce que je pense que ça va plutôt être un circuit pour Mercedes. D'accord. Je peux me tromper. Hmm. Et je l'espère. Mais Alors. c'est un circuit qui réussit beaucoup Hamilton généralement, donc. Ouais, pas Mercofan, juste que personne les a battus à Sochi. Ouais, je reconnais The Stig. Sauf que sur les 3 dernières années, il n'y a pas beaucoup de monde qui les ont battus tout court. Greg, elle nous dit Vettel, Hamilton, Bottas, Raikkonen, les Red Bull. Dino nous dit Vettel, Raikkonen, Hamilton, Bottas, Verstappen, Ricci. Berich nous dit VR. The Stig, donc j'ai répondu. Raph nous dit Vettel, Hamilton, Raikkonen, Bottas. Berich nous dit Vettel, Hamilton, Raikkonen. Ok. J'espère que tu te trompes. À qui tu dis ça? Moi, logique, c'est plutôt un circuit qui favorise en Mercedes. En fait, c'est quand que Red Bull emmène leur vraie voiture cette saison à Barcelone. On peut pas refaire une voiture en courte saison comme ça, les gars. Ça reste une voiture bis qui a les bases de cette voiture-là et qui Ouais, mais, a les défauts de cette voiture-là. Ils sont capables de corriger des choses. Ferrari, ça fait 10 ans qu'ils nous disent ah, on apporte une nouvelle voiture en Espagne et c'est tout aussi catastrophique que celle d'avant parce qu'elle a les mêmes défauts. Tu peux pas refaire une voiture de A à Z en 2 mois. Mais t'as dit Ferrari, t'as bien résumé. Oui, mais c'est valable pour tout le monde. Non, Ferrari, c'est désolé, mais à un moment donné, c'était l'équipe de mafiosos italiens qui arrivait à te faire croire que leurs 2 chevaux étaient une Formule 1, au même titre qu'une McLaren. Ils te ramenaient, ils te mettaient du bout de Scott, du Shutterton, un Riesland, et ils te disaient qu'ils t'avaient fait une évolution aéro à l'Adrian Newey. Oui. Mais bon, quand on voit que les équipes ils bossent depuis juin jusqu'à mars pour faire une voiture, on peut pas dire que de mars à mai ils en refont une autre, quoi. J'ai pas compris ta question, Tifo. Je propose qu'on passe au thème 4 pour les questions-réponses. En attendant. Et parce qu'on a déjà atteint le quota de l'émission. Peu de choses près. Il nous reste donc une dizaine de minutes sur le thème 4. Alex, le temps que les questions arrivent, tu voulais nous parler de quelque chose, je crois. Et les essais privés qui arrivent mardi, de mardi à mercredi, donc demain. Donc, certaines équipes jouent le jeu, d'autres ne jouent pas le jeu parce que c'est des essais de jeu pour les jeunes. Ils ont obligation que donc il y a, je crois, 4 journées par an. Et il faut que sur les 4 journées, il y ait 2 journées où ce soit des jeunes. Certaines écuries jouent le jeu, d'autres jouent le jeu. Donc, ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que normalement, entre demain et après-demain, il devrait y avoir un jeune et un ancien. Enfin, un actuel, on va dire. Donc, Ferrari joue le jeu, donc ils mettent. Il y a 4 jours dans l'année. Donc, ils peuvent très bien en mettre 2 expérimentés demain, cette semaine. Oui. Mais bon. Du coup, Ferrari aligne Giovinazzi demain et Vettel mercredi. Mercedes aligne Hamilton mardi et Bottas mercredi. Donc ça veut dire que la prochaine fois, ils sont obligés de mettre deux jours avec soit le même jeune, soit 2 jeunes différents, peu importe. Oui. Red Bull, ils alignent Ricciardo demain et Gasly mercredi. Force India aligne Perez et Ocon demain. Ouais. Et Celis mercredi. D'accord. C'est intelligent. Williams fait pareil que Force India, ils annoncent Stroll et Massa demain et pas fête mercredi. Toro Rosso, ils font pareil que Williams et Force India mais à l'inversé, donc c'est Gelael demain et puis mercredi les pilotes officiels. Haas, Grosjean demain, Magnussen après-demain. Renault, Hülkenberg demain et Sirotkin, donc Sirotkin qui est un pilote GP2 pour ceux qui ne le connaissent pas. Sauber aligne Ericsson et Verlaine, donc voilà. Et McLaren annonce Turvey, que je ne connais pas, pardon, et Van Dorn mercredi. Une petite question, est-ce qu'il y a des nouveaux moteurs, des essais du nouveau moteur Honda cette semaine? J'appellerai mon magasin de motoculture demain pour te dire si la tondeuse se remplit. Il n'y a pas une nouvelle tondeuse. Désolé, mais je suis un peu cru, mais je suis déçu parce qu'Honda, ils ont tué McLaren, quoi. Non, mais Honda, de toute façon, même s'ils apportent un nouveau moteur, moteur et pas monteur, s'ils apportent un nouveau moteur,
ils vont corriger les problèmes qu'ils connaissent actuellement, et quand ils vont essayer, ils vont découvrir d'autres problèmes que l'ancien avait, mais qui étaient cachés par les problèmes vus. Donc, Voilà. Kimi, il voit les Red Bull devant Ferrari en Espagne au qualif. Moi, j'attends de voir. Hein. Vous avancez trop, les gars. On n'a même pas arrivé sur Sochi, que vous parlez déjà de l'Espagne, quoi. et pourquoi pas? C'est ce que je dis. Avant de parler de la victoire en course, faut déjà parler des qualifs. Et on est que sur un week-end. Et vous avancez sur 1 mois et demi d'avance. X Varda va dépanner McLaren. Bien vu, Vance, respect. Force India, bah ils sont sur la bonne pente. Mon ami Maga. Ce sera juste des tests de pneus ou des essais privés, nous demande Berich. Bah, pour moi, c'est des essais privés tout court. Hein. En fait, c'est des essais qui sont prévus pour les jeunes, pour que quand ils passent de la catégorie enfin F2, parce que maintenant on dit GP2, on dit F2, ou DTM, ou etc., peu importe d'où ils viennent, qu'ils aient des journées où on puisse leur faire piloter une Formule 1, parce qu'il y a souvent beaucoup d'écart entre les catégories, notamment entre la F2 et la F1. Si on regarde rien que le volant de la F2, il y a 2 boutons, et le volant en F1, il est loin d'avoir que 2 boutons. Pour aller plus loin pour obtenir la super licence, c'est mieux. Aussi. Et aussi, c'est mieux. Donc, du coup, c'est des essais qui sont normalement faits pour les jeunes, où on fait rouler les jeunes. Sauf que ces écuries s'en servent d'essais privés pour tester des pièces, pour tester notamment Pirelli, qui généralement apporte quelques gommes différentes, histoire de voir ce que ça donne, d'essayer de différents composés pour voir si c'est mieux, moins bien que ce qu'il y a d'actuellement, vu que les journées d'essais sont réduites, et ils ont que ça pour faire essayer des pneus. Donc voilà. Je regarde un peu ce qui se dit. Jérôme nous parle des pneus 2018 demain de Pirelli, je suis pas au courant de ça. Je suis pas au courant non plus. Maga nous parle des T-Wing, risque d'être supprimé pour la saison. Votre avis? Bah, je vais commencer à laisser parler Alex et je donnerai le mien après. De toute manière, ça n'apporte pas un avantage significatif. Ça permet de gagner quelques millièmes sur un tour, ce qui peut jouer quand on voit la deuxième place de Vettel d'un millième devant Bottas en Chine. Mais sinon, ça joue que pour quelques millièmes, donc c'est dérisoire. En plus, quand on voit que notamment celui de Bottas s'y casse, etc., est-ce que ça a vraiment un intérêt d'y garder? Je pense pas. Après, esthétiquement, je trouve pas ça forcément très moche. Il y en a qui trouvent ça très moche. Moi, j'aime bien les ailerons de requin, il y en a qui les aiment pas, donc Ok. j'ai envie de dire peu m'importe. S'il les supprime, je comprendrais, parce que c'est vrai que voilà, Bottas qui le perd, Ricardo qui roule dessus, ou c'est Verstappen, je sais plus, qui abîme son fond plat parce qu'il roule dessus après. Verstappen, je crois. C'est clair que vu que c'est pas prévu dans le règlement, il n'y a pas de réelle législation sur la solidité de la pièce, donc il y aurait besoin à minima d'avoir une législation, c'est ça que la FIA demande de rectifier aux équipes, mais il n'y a pas vraiment quelque chose de clair. Donc au pire qui clarifie vraiment la situation avec une règle qui dit la solidité, point. Après, bon, ils peuvent l'enlever. C'est comme je dis, le gain est tellement insignifiant que on s'en fout. C'est vraiment purement esthétique. Je suis pas 100% d'accord avec toi. C'est-à-dire, il joue un rôle sur les roues arrière. À mon avis, le retirer peut perturber un minima les choses. Maintenant... Je sais de sources techniques de notre consultant que c'est l'avantage, et même j'ai pu lire des gens, alors c'est pas Binotto, c'était je crois c'était un des ingénieurs Mercedes qui disait que de toute façon Bottas il avait pas vu la différence, que ce soit au niveau des chronos avec ou sans. Ouais, en même temps, Bottas il est tellement lent, il suffit de voir qu'il se prend 6 dixièmes oui, mais au tour. Comme je dis, voilà, le gars il est de quelques millièmes sur un tour, quoi. C'est insignifiant, quoi. Mais bon, après Red Bull, c'est les premiers à pleurer, ils en veulent plus parce qu'ils ont pas réussi à le développer correctement et qu'ils estiment qu'il y a un gain là-dessus. Et Red Bull, c'est les pros du ouin-ouin depuis des années, qui gagnent ou qui perdent. Le carnet de pleurs, il est toujours là. Adrien Newey, il y a le carnet noir, et Christian Horner, il a les mouchoirs pour aller pleurer. Donc chez Red Bull, je dirais que c'est pas étonnant. Je suis très trash, mais je dis ce que je pense et j'ai pas ma langue de bois, surtout dans l'émission. Maintenant, changer le règlement en cours de saison, je suis totalement contre. Soit on fait les choses correctement dès le départ, soit on les fait pas. Et le fait de changer quoi que ce soit dans le règlement en cours de saison, de retirer un élément, même si un film peut être jugé comme tu le juges, pour moi revient d'une façon ou d'une autre à pénaliser quelqu'un sous prétexte qu'il y a une écurie qui pleure. Genre les 50 000 euros de dégâts, c'est la fin du monde pour Red Bull. Et s'ils sont à 50 000 euros près, ils fabriquent pas de Formule 1, ils restent chez eux et ils se lancent dans le karting.
Et puis c'est tout, voilà. Ou ils vont en F2, tout le monde a la même voiture, comme ça il n'y a plus de Ouais, voilà, ils développement, vont en plus de problème. F2, je sais pas, qu'ils fassent pas chier, quoi. Si la F1 leur plaît plus, ils se cassent, point, on les retient pas, quoi. Enfin, moi, je les retiens pas, perso. Mm. Lisons un peu ce qui se dit. Ouais, peut-être que les plus rapides c'est un gain, mais les plus lents ils s'en moquent totalement. Ouais, mais on n'est pas là Non. pour faire plaisir aux plus lents. Le T-Wing, ça fait partie de ces pièces où le gain est insignifiant, sauf que insignifiant plus insignifiant plus insignifiant plus insignifiant, etc., Ça fait fait que des. ça devient insignifiant. Ça devient intéressant. Donc le T-Wing fait partie d'un développement qui, une D'un petite ensemble. pièce par-ci par-là, fait que oui, il y a un gain de vraiment quelques dixièmes. Mais le T-Wing tout seul, hors de sous toutes ces petites pièces, le gain est ridicule. Le gain. Si Red Bull se casse, ça fait 2 écuries de moins, ça ferait mal quand même. Ouais, alors Toro Rosso à la limite, Pas mis à sûr part. Toro Rosso s'en aille, parce que Toro Rosso, ils ont quand même un budget bien indépendant de ceux de Ouais, Red oui, Bull. oui. Alors, certes, ils sont l'écurie bis de Red Bull, mais ils sont quand même bien indépendants de Red Bull. Oui, oui. On n'est Les plus l'année installations où on à fait. Fenza en Italie, dans l'ancienne écurie Minardi entre autres, Mm. ils ont quand même des infra. Ils ont juste pas de motorhome sur place, Ouais. puisqu'ils utilisent celui de Red Bull, question d'économie budgétaire. Mais non, ouais, comme dit Alex, je suis d'accord. Toro Rosso a son budget bien à part, et ses ingénieurs, et ses infras, et ses pilotes et tout. On n'est plus en 2008, 9, etc., où les évolutions de Red Bull atterrissaient deux grands prix après chez Toro Rosso. Le partage d'informations entre écuries maintenant est totalement interdit, même si c'est des écuries bis, etc. Donc, non, non, clairement, Alors, Red Bull peut partir, Toro le Rosso pourrait rester. partage est interdit, mais la revente de certains Oui, il a rien éléments employé. complets est autorisée. Donc Red Bull pourrait très bien revendre à Toro Rosso, qui Toro Rosso rachèterait la location du motorhome à Red Bull, via donc un montage financier, pourrait très bien continuer. Sauf que ça doit pas si bien marcher que ça, puisqu'ils ont préféré faire 2 équipes séparées. Mm. Parce que un montage financier, ils ont largement les moyens de les faire. Hein. C'est pas un souci Oui. chez Red Bull. Hein. Ouais. Voilà, on va toucher à sa fin. On va prendre 2 questions, puis on arrête là. L'aileron et ODRS peut-être. J'ai pas compris ta question, Maga. Oui, Greg, je suis d'accord avec toi. Mais 50 000 euros, c'est rien pour une écurie comme Red Bull. Pour nous, c'est des sommes astronomiques. Quand Horner il pleure à la radio, 50 000 euros. Ouais, 50 000 euros, c'est le prix de ma maison. Et dans le budget de Red Bull, c'est que dalle, quoi. Mm. Donc non, c'est du faux ouin-ouin, et il sait qu'en utilisant des chiffres qui pour des gens sont des sommes très importantes, qui peuvent être la somme de toute une économie d'une vie, ils savent très bien que ça va marquer. C'est un coup de com, hein. Chez Red Bull, c'est tout. Hein. De toute façon, Ferrari l'a fait bien avant, etc., de dire ouh, on va quitter la Formule 1. Le Ferrari, nombre c'est de... des pros aussi pour ça. Hein. Quand c'était l'ère Montezimolo, combien de fois ils nous l'ont fait celle-là? Euh, Ah, si ça change pas, on s'en va. ouais, mais ils se partiront jamais. La F1 a besoin de Ferrari, Ferrari a besoin de la F1, donc on va Ben, suivre. j'ai envie de dire, la F1 a besoin de ces deux écuries, enfin, de ces deux écuries de pointe, non, de ces deux écuries historiques qui sont McLaren et Ferrari. Renault en troisième est vrai, est pour moi nécessaire, mais on voit clairement que quand Renault est pas là, il n'y a pas trop de problème. Mais clairement, McLaren et Ferrari, ce sont les deux écuries qui ont le plus de fans. Euh, Red Bull est une écurie quand même assez jeune dans l'histoire de la Formule 1. Mercedes, ils ont été là par-ci par-là, ils ont souvent été là en motoriste, ils ont rarement été là vraiment en écurie Ouais. à part entière. Mm. Donc voilà, les deux écuries vraiment historiques que la F1 a vraiment besoin, c'est Ferrari, McLaren et McLaren. Ferrari. Et de voir une McLaren en fond de grille, C'est pas bon. C'est pas bon. étant fan de Ferrari, que McLaren soit en fond de grille, j'ai presque envie de dire que ça me fait Non. plaisir à chaque Grand Prix. Mais au fond, ça me fait pas si plaisir que ça. Je préfère avoir une belle bataille McLaren-Ferrari. Williams, c'est Faire... pas si historique que ça pour moi. C'est une Non. écurie qui commence à l'être, mais Oui. on dira historique dans 15 ans. Pour le moment, historique arrive en 70, qu'on est comme ça. Ouais, mais ils ont... Ouais, c'est quand Ouais. même eux qui ont tué Senna. Enfin, qui ont tué. Ils ont pas fait exprès, mais... Non, ils l'ont pas tué. Là, par contre, je suis pas d'accord, c'est un Non, je dis, ils l'ont pas accident. fait exprès. Non, non, ils l'ont pas fait exprès. C'est un accident, Mais, malheureusement. Dans mais ce bon, cas-là, il y en a un apparemment, il y a paquet de quand même pilotes eu qui ont une été mauvaise tués. Hein. réparation sur la colonne de direction, donc bon. On ne saura jamais la vérité. Ouais, on saura jamais la vérité là-dessus. On nous dit que Helmut Marko voudrait vendre Toro Rosso.
Bah. Déjà l'année dernière, ils voulaient vendre. Mais bon, Mais il y a même pas trop les 4 repreneurs. ans, ils voulaient vendre. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai que les rumeurs deviennent de plus en plus insistantes là-dessus, quoique ça fait un petit moment, ça fait bien 2-3 semaines qu'on n'en entend plus parler, c'est Non. du possible rachat de Toro Rosso par Alfa Romeo. Ouais, c'est possible. Ouais. Voir Alonso se battre avec Vettel et Hamilton, ça serait le pied. Bah ouais, à condition que ce soit des batailles intelligentes avec des belles accolades en fin de course comme on a actuellement. Et pas dans une ambiance totalement délectère et pourrie par des guerres médiatiques à 2 balles comme on a pu voir par le passé entre Hamilton Rosberg par exemple ou Vettel Alonso. Qu'on retrouve enfin un esprit de compétition sur la piste et du respect en dehors. Et voilà. Et j'ai même envie de conclure sur ça l'émission. J'espère vraiment qu'on aura à l'avenir et comme on a actuellement un respect entre les pilotes et non une bataille médiatique par médias interposés à 2 balles qui sert à rien. Et bon, on est qu'au début de la saison, mais si ça pouvait continuer comme ça me plairait bien. Tout à fait. Voilà, t'as quelque chose à ajouter, mon cher Alex? Non, 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 on a fait le tour. On a Bon, fait le bah, tour. merci à vous tous de nous avoir suivis de nouveau ce soir pour voilà. En plus, j'ai fait une boulette, j'ai même pas corrigé en haut à gauche le saison 2 émission numéro. Je m'en rends compte, c'est pas grave, hein, c'est fait, c'est fait. Mais c'était l'émission numéro 5 du lundi 17 avril. Et personne l'a vu. Donc c'est bien, je remarque mon erreur à la fin. Alex, je te souhaite une bonne soirée. Ben, toi aussi. Bonne soirée à vous les viewers. Merci encore pour vos questions, votre présence, votre participation, votre bonne humeur et tout ce qui va avec. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. On se retrouve donc dans 2 semaines pour faire le débrief du Grand Prix de Russie. Normalement, je serai là, mais c'est pas sûr parce que je dois subir une opération. Donc j'espère être là. Quoi qu'il arrive, je serai pas loin. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée mon Alex et je te laisse le mot pour la fin. Et ben, bonne soirée à vous, puis rendez-vous en Russie. Ciao ciao tout le monde.